Jovenel Moïse a été assassiné pour les mêmes raisons que Jean-Jacques Dessalines a été assassiné. Président Jovenel te connaît que le pral mourir. Malheureusement, complot est tellement fort, il n'est pas capable d'éviter la mort. Président Jovenel signe un contrat qui touille. C'est des contrats ça que nous allons parler. En pile révélation en fait, il a cherché de monde, sorti en bas, monté en l'air. Président Jovenel signe un contrat qui mène la bataille. C'est contrat ça que nous venons parler. Je ne vais pas dire la bouche moi, parce que dans pile bagaille, moi-même, je ne pas connais. Mais puisque moi je cherche information, je porte information pour vous, je porte information avec les gens qui concerné, les gens qui te connaissent bagaille depuis l'heure où tu as fait. Jovenel Moïse mourit. Parce que ou gen sens rester avec en tant qu'haïtien, ou gen sens paix blanc, ou gen sens rester à moun, ou gen sens ou par contre qui est-ce qu'on y est. Président Jovenel mourit parce qu'il a trahi la doctrine de Monroe. Doctrine de Monroe que haïtien n'a aucun rapport avec lui. Parce que n'a fait pays pan. Nous a fait pays pan. Je dis on va le saisir, ou capable de trembler, ou capable de prendre crise. Là où peut-être qui ça? Que le président de la République perdit la ville. Et bataille, il n'est pas traîné par peuple, parce que la majorité du peuple haïtien n'est pas traîné Jovenel. Mais au fond, tout le monde net qui était contre Jovenel, au fond, tu connais clair que Jovenel t'a fait une bataille pour le peuple. Mais c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas que Jovenel t'a fait une bataille pour le peuple. Ou pas entendre un autre confrère. Après, on est venu faire entendre Béazine, qui t'a baillé révélation parle sur le mot Jovenel Moïse, nous, Africains, sont fâchés. Africains sont mauvais parce que Jovenel Moïse mourit dans de mauvaises conditions. Cette fois-ci, c'est un confrère que nous allons inviter autant de qui a beaucoup plus d'explications sur le mot Jovenel Moïse là. C'est quoi révélation, attendez, mesdames, messieurs. Créance d'un ambassadeur de la Fédération russe accrédité en Haïti, répondant au nom de Sergueï Melik Bagdassorov. Ce que vous devez savoir, il y a eu un consulat russe en Haïti, mais avoir une ambassade accréditée à Port-au-Prince, cela ne pouvait pas se concevoir. Or, Jovenel Moïse, dans son désir de tenir une promesse phare, à savoir doter le territoire haïtien d'électricité 24 heures sur 24, a tenté toutes sortes de démarches auprès de la Turquie. C'est ainsi donc qu'en 2020, il a signé 7 accords avec la Turquie pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir des centrales électriques en Haïti qui allaient lui permettre de tenir tête devant la population haïtienne, parce que c'était sa promesse phare, fournir l'électricité 24 heures sur 24, 2 ans après son investiture, ce qu'il n'a jamais pu tenir. Et voyant arriver, n'est-ce pas, la fin de son mandat, il a tenté des accords avec la Turquie, il s'est rapproché de la Russie, et il a poussé l'audace jusqu'à recevoir des lettres de créance d'un ambassadeur russe en vue d'une ambassade accréditée à Port-au-Prince. Lorsque cela est arrivé, le mercredi 2 juin 2021, j'ai un frère africain, professeur en droit international et de géopolitique, qui m'a appelé, il m'a dit « Jean-Fils, ton président vient de signer son arrêt de mort. » Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, Jean, les États-Unis vont assassiner Jovenel parce qu'il a osé accepter les lettres de créance d'un ambassadeur russe. C'est comme permettre à l'ennemi de toujours des États-Unis de venir jouer dans la cour arrière des États-Unis. Ils vont l'assassiner. J'avais eu des doutes. J'ai dit, mais écoutez, tu exagères, mon grand ami. C'est un ami sénégalais. Il dit, Jean, tu verras, les États-Unis d'Amérique vont l'assassiner. Lorsque Jovenel a été assassiné, mon ami m'a rappelé ce qu'il m'avait dit effectivement le mercredi 2 juin. Ton président va être assassiné parce que les États-Unis d'Amérique ne vont jamais permettre ce qui s'est passé à Cuba, à savoir permettre aux Russes de venir jouer le grand joueur dans la cour américaine. Et Jovenel, 2 semaines plus tard, dans sa naïveté, il est allé participer en Turquie
au forum de la diplomatie d'Antalya, qui portait là encore sur des questions énergétiques, parce qu'il voulait que la Turquie l'aide à implanter des centrales électriques. Et là, savez-vous quoi? Il a commis deux erreurs. D'avoir des contacts secrets avec des hauts placés de la Russie et de la Chine. Et mon ami m'a dit, Jean, je ne sais pas dans combien de temps, mais il sera assassiné. La mort de Jovenel Moïse s'explique d'abord par ce crime de lèse-majesté en matière de géopolitique. Ils n'auraient pas assassiné. Il y a autre chose qui s'est ajouté au cas Jovenel. C'est que Jovenel, comme je l'ai dit dans mon live de mercredi dernier, était devenu un boulet au pied des Américains. Après qu'on l'a soutenu tout ce temps-là, on ne pouvait pas se permettre, n'est-ce pas, de le menotter, de le mettre dans un avion et de le faire partir. Ça allait être laid. Il fallait envoyer un message radical, en finir avec lui, parce que ce n'était plus l'homme de la situation. Et pire, comment a-t-il osé accréditer un ambassadeur chez nous? Parce que les États-Unis, c'est comme ça qu'ils voient Haïti. Comment a-t-il osé accréditer l'ambassadeur de notre ennemi chez nous? Il était dès lors question de temps, Jovenel allait mourir. J'ai parlé, vous savez, à l'un des staffs des communications de Jovenel Moïse, pas plus tard que vendredi soir. C'est un ami. On s'est parlé, il m'a dit, Jean, mon boss, parce que c'était son boss, était peut-être animé de bonne foi, mais il était naïf vis-à-vis de la communauté internationale et surtout vis-à-vis des familles riches. Donc, notons le premier cercle. Il faut comprendre ces trois cercles-là. Jovenel est mort parce qu'il a commis un premier crime de lèse-majesté. Il a péché contre la doctrine Monroe. L'Amérique aux Américains. Deuxième crime de lèse-majesté de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a eu le défaut d'avoir accepté que sa campagne fût financée par les oligarques d'Haïti. Tout le monde sait qu'à un moment donné, Jovenel avait peut-être même plus de moyens en tant que candidat que le président d'Haïti d'alors, Josler Meprivert. En 2016, il y a eu un ouragan en Haïti qui a rasé à peu près le grand sud d'Haïti. Et l'État haïtien de Josler Meprivert n'avait pas les moyens de secourir les habitants du grand sud. Jovenel Moïse arrivait là avec de grands moyens, il donnait à manger aux gens parce que la campagne de Jovenel Moïse était financée par les oligarques d'Haïti. Pensons au Boulos, par exemple, qui quelque temps après va être frustré et qui va devenir son ennemi. Pensons, n'est-ce pas, au APED. Toutes les grandes familles d'Haïti ont financé la campagne de Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse, c'est le poulain de Martelly qui lui-même a été financé par les oligarques d'Haïti. Et je vous expliquerai pourquoi Michel Martelly a choisi Jovenel Moïse. Il y a une lecture mystique aussi à faire, une lecture akashique à faire de la mort de Jovenel Moïse. Restez là, ça va être chaud aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. Eh bien, je disais que Jovenel Moïse a eu le défaut de signer ce pacte avec le diable. En acceptant que sa campagne soit financée par les oligarques, il avait deux choix. Soit de tout donner aux oligarques, et c'est des gens gourmands. Enough is never enough for them. Les oligarques d'Haïti, là, oh là là. Enough is never enough for them. Le cartel juif d'Haïti, le cartel arabe d'Haïti, ces deux cartels qui sont arrivés chez nous vers le 19e siècle, parce qu'ils avaient des problèmes chez eux. Les familles libanaises, les familles juives sont arrivées chez nous, n'est-ce pas, vers la fin du 19e siècle, dans les années 1882, 83, etc., parce qu'il y avait des guerres religieuses chez eux. Haïti leur a ouvert.
ses frontières. Ils sont arrivés avec leur boîte dans le dos. Ils étaient pauvres. Et rapidement, ils ont commencé à s'enrichir. Ils ont eu des monopoles au début. Ils négociaient certaines faveurs avec les divers gouvernements haïtiens. Sous Duvalier, eh bien, les oligarques, pensons aux Libanais, pensons aux Syriens, pensons aux Juifs, pensons à des familles comme la famille Bidjo, par exemple, les Apèdes, les Boulos, ils ont bénéficié de beaucoup de faveurs sous Duvalier. Mais c'était des faveurs. Ils finançaient certains projets de Duvalier et en retour, Duvalier leur accordait des monopoles, des faveurs. Mais, écoutez bien, depuis le renversement de Bertrand ici dans 2004, les oligarques ont changé la règle du jeu. Désormais, ils ne négocient pas des faveurs avec l'État haïtien, ils veulent tout. J'ai cité dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition, l'économiste Fritz Jean, qui fut gouverneur de la Banque centrale d'Haïti. Il a dit, mon ami l'économiste Fritz Jean, que à partir de 2004, les oligarques ont changé la règle du jeu. Désormais, ce ne sont pas des faveurs qu'ils veulent. C'est eux qui doivent faire faveur aux politiciens. Leur tactique, c'est quoi? Financer entièrement les campagnes des politiciens qu'ils choisissent. Et en retour, c'est eux qui placent leur premier ministre. C'est eux qui placent leur ministre. Écoutez bien, c'est eux qui placent leurs hommes dans les douanes haïtiennes. C'est ainsi, par exemple, que certaines familles comme les Dib, certaines familles comme les Boulos, certaines familles comme les Bidjo, eh bien, pour leurs importations, ne payaient à peu près rien. Pour les taxes, ils avaient leur propre port. La dernière fois que j'ai été en Haïti, il y a bientôt 5 ans, j'ai assisté à une scène. Personnellement, je vais vous dire ce que j'ai vu et entendu. J'étais dans un hôtel à Pétionville, appartenant à l'un de ces oligarques. Je dînais avec 2 amis que cet oligarque connaît. Et on me l'a présenté, Jean-Fils Aimé vient du Canada, et rapidement cet oligarque s'est senti à l'aise. Il s'est ouvert la trappe. Écoutez bien ce qui va se passer. Il est là et nous étions alors dans une période de flottement. On était dans une période où un premier ministre venait de tomber et on allait procéder au choix d'un nouveau premier ministre. Et là, il y avait des flottements. Est-ce que le Parlement allait voter pour ce premier ministre et qui allait former son gouvernement? Et cet oligarque-là, un propriétaire d'hôtel, je n'en dirai pas plus, se vantait. Il ouvrait son chéquier pour nous montrer que tous les sénateurs d'Haïti se retrouvaient sur sa feuille de paye. Il leur donnait à chacun d'entre eux un chèque par mois en américain. En retour, c'est lui qui leur disait ce qu'il voulait comme loi. C'est lui qui leur disait ce qu'il voulait comme politique publique. Et plus encore, j'étais là. Il dit, le Premier ministre, c'est moi qui vais le choisir. Il a envoyé, dit-il, un sac de 3 millions de dollars au président d'alors. Et au haut de ce sac, il y avait une enveloppe blanche dans laquelle il y avait le nom du Premier ministre. Attendez, je vis au Canada, c'était du jamais vu. Lorsque j'ai laissé Haïti, j'étais encore très jeune. Et le président d'alors a reçu le sac d'argent, il a ouvert l'enveloppe, il a vu le nom que ce monsieur-là voulait et il a dit que sa volonté allait être respectée. Bon, je suis resté en Haïti une semaine, je suis rentré et j'étais curieux de savoir est-ce que c'est vraiment ce monsieur-là qui allait être Premier ministre? Eh bien, je vous le donne en mille, c'était effectivement ce monsieur-là qui fut Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est que les oligarques en Haïti dirigent tout. Ils dirigent les douanes, ils dirigent la fonction publique, ils dirigent le Parlement. Vous savez ce que Fritz Jean nous rapporte dans son livre-là? Ce que je cite dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition », il a dit parfois, les oligarques convoquent des sénateurs
ou des députés dans une chambre d'hôtel leur appartenant. Ils confisquent leur téléphone pour s'assurer qu'ils ne puissent communiquer avec les gens. Parfois, ils les enferment là pendant 2 jours jusqu'à ce qu'ils obtiennent la garantie que ces sénateurs allaient voter effectivement pour tel ministre, qu'ils allaient voter pour tel premier ministre ou pour tel gouvernement. Et là, ils disent, écoutez, à date, nous sommes parvenus à 40% du vote, il nous en manque 12%. Et quand ils ont la garantie que le vote allait être en leur faveur, ils relâchent ces messieurs-là. Et les parlementaires eux-mêmes ne se sont jamais cachés de ces pratiques. Ils disaient au micro, écoutez, nous avons reçu de l'argent. Nous avons reçu de l'argent de tel oligarque. Nous avons reçu de l'argent de telle famille riche. Et en contrepartie, ce sont ces oligarques-là qui dirigent Haïti. Maintenant, comprenons le crime de lèse-majesté de Jovenel Moïse. Celui à qui Jovenel Moïse a succédé et qui a été le chercher pour le prendre sous son manteau, Michel Martelly a toujours tout donné aux oligarques. Tout donné. Michel Martelly accordait des contrats de millions de dollars par mois à des oligarques, écoutez bien, pour fournir l'électricité qu'on n'a jamais eue. Il y a une chanson d'un groupe haïtien, là, c'est le groupe Zinglin, qui dit, dans tout autre pays du monde, la population paye pour avoir de l'électricité, mais en Haïti, on paye pour avoir du blackout. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des familles en Haïti. Il y a des familles en Haïti qui sont payées par le gouvernement des millions de dollars pour fournir de l'électricité qui n'est jamais fournie. Et Michel Martelly, il s'en foutait. Michel Martelly, il savait qu'il était placé là par les États-Unis. En fait, Michel Martelly est citoyen américain. C'est un citoyen américain. Tous les Haïtiens le savent. Michel Martelly, c'était un musicien avant de faire de la politique. Et quand il entrait notamment au Canada, c'est avec son passeport américain qu'il entrait. Ne sachant pas qu'il allait faire de la politique, quand il retournait, n'est-ce pas, au pays, à Port-au-Prince, eh bien, c'est aussi son passeport américain qu'il montrait. Tout le monde savait ça. Mais puisqu'il était, donc, il n'était pas éligible au vœu de la Constitution haïtienne. Et lorsque Moïse Jean-Charles a lancé la bataille pour le destituer pour usurpation de titre, devinez qui est allé le défendre. L'ambassadeur américain d'alors, qui a donné une conférence de presse pour dire « Nous savons qu'il n'est pas américain ». Et le fait, c'est que Moïse Jean-Charles avait même donné le numéro de passeport de Michel Martelly. Il avait les bonnes informations, mais l'ambassadeur américain d'alors a dit, écoutez, non, il n'est pas citoyen américain. Et puisque Michel Martelly savait qu'il était placé là par les Américains, il s'est toujours fermé la trappe. Tout ce que les Américains voulaient, il le leur donnait. Puisqu'il savait que sa campagne était financée par les oligarques, il a tout donné aux oligarques. Et là, il a fait son mandat. Pour faire son mandat en Haïti, il faut obéir servilement aux États-Unis d'Amérique et aux oligarques. Ça, c'est clair. Ces deux forces-là marchent ensemble. Elles ont toujours marché ensemble. Les États-Unis, pour faire ces sales coups en Haïti, pour maintenir le système d'apartheid en Haïti, parce que c'est un système d'apartheid. Vous savez qu'à Pétionville, par exemple, dans un pays où 95% de la population est aussi foncée que moi, il n'y a que 5% de mulâtres. D'ailleurs, le 5% n'a jamais changé. Ce qui prouve que ces gens-là se marient entre eux. Vous savez qu'il y a des mariages à Pétionville auxquels moi, à cause de la couleur de ma peau, je peux pas assister. Parce que je suis nègre. Je suis nègre pour eux. Ils ont le teint clair. Ces gens-là sont arrivés chez nous à la fin du 19e siècle. Ils ont institué leur propre communauté. Ils se marient entre eux. Au début, ils négociaient des faveurs avec les politiciens pour avoir en retour des faveurs douanières, pour avoir en retour des monopoles. C'est ce qu'ils ont eu par exemple sous Duvalier. Mais à partir de 2004, ils ont dit nous voulons tout. Et Michel Martelly a compris ça. Michel Martelly leur a tout donné. Jovenel Moïse, disais-je, a eu le défaut d'avoir été financé par ces gens-là. Dans le créole haïtien, on dit quand tu manges l'argent du diable, tu dois payer le diable.
tu manges l'argent Shango, tu dois payer Shango. Si tu manges l'argent Shango, Shango va te le réclamer. Et donc, Jovenel Moïse s'est imaginé qu'il allait entrer au pouvoir en se faisant financer par les oligarques pour pouvoir les corriger par la suite. Écoutez bien, Jovenel Moïse est un fils du peuple. Jovenel Moïse est de la paysannerie haïtienne, tout comme mon père, il vient du Trou du Nord, tout comme mon père. Il s'est imaginé que, ok, Michel Martelly m'offre l'occasion de devenir président, et je vais vous expliquer dans le troisième crime de lèse-majesté pourquoi Michel Martelly a été cherché. Et il se dit, ok, je vais accepter le pouvoir, et moi, comme fils du peuple, je vais changer les choses de l'intérieur. Il était naïf. On ne change pas les oligarques, on les fout en prison. On ne change pas les oligarques, on les poursuit, on les condamne et on les neutralise. Sauf que pour faire ça, tu dois avoir les mains libres. Pour faire ça, tu dois avoir la population derrière toi. Au début de son mandat, on a dit, ok, Jovenel Moïse est élu, on va le laisser faire. Et vous savez quoi? À bien des égards, Jovenel Moïse était sincère. Moi, j'ai rencontré Jovenel Moïse. Je vais vous dire en quelles circonstances. Jovenel Moïse fut invité par le Canada lors d'un G7. Je pense que c'était en 2017-2018. Il est arrivé au Canada. L'ambassadeur d'Haïti d'alors, l'ambassadeur Lyoto, m'a appelé et m'a dit, docteur Jean-Fils Aimé, je vais vous demander une faveur. Le président Jovenel Moïse sera de passage dans la communauté haïtienne. Je veux que vous soyez le maître de cérémonie. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, son excellence, vous connaissez mes convictions, je suis anti-PHTK. Il dit, monsieur Fils Aimé, je le sais, je vous entends à la radio, vous êtes anti-PHTK. Mais là, il ne s'agit pas de Jovenel Moïse, il s'agit d'Haïti. On veut quelqu'un, je répète ce que l'ambassadeur Lyoto disait alors, on veut quelqu'un qui a du métier, qui puisse faire ça avec professionnalisme. J'ai dit à l'ambassadeur, voici sous quelles conditions. Je vais écrire mon discours moi-même et je n'accepterai pas qu'on le corrige. Et j'ai dit, je vais l'appeler Monsieur le Président, mais je ne l'appellerai jamais son Excellence, car pour moi, il n'y a pas d'excellence là. Je vais m'adresser à sa femme en sa qualité de première dame respectueusement, mais pas plus que ça. Il a dit pas de problème. Donc j'ai fait mon discours. Mon discours a été analysé par la chancellerie haïtienne et il m'a été retourné tel quel. Et donc j'ai présidé à la cérémonie qui a reçu Jovenel Moïse à Montréal. Je l'entendais discours. J'ai pris le temps de l'analyser, on a passé un certain temps ensemble. Et je me rappelle avoir dit à deux confrères de la radio, qui font de la radio dans la même institution que moi, Maître Jean-Ernest Pierre, qui est le directeur de CPAM, mon collègue, le directeur de la salle d'information Pierre-Emmanuel, puisque moi je suis le directeur de la programmation de la radio, je leur ai dit, vous savez, je pense qu'il est sincère cet homme. Il veut aider, mais il a fait un pacte avec le diable. Il ne pourra pas faire ce qu'il voulait faire. Il avait pris un exemple pour vous aider à comprendre le pouvoir des oligarques. Il a dit, dans son discours public, lorsque je suis arrivé au pouvoir, pour faire un tronçon de route de telle longueur, l'État haïtien payait, écoutez bien, à la famille Vorbe, puisqu'il l'avait nommé, $1 million par tant mètres. Je ne me rappelle plus la distance. Et lorsqu'il a cherché à savoir pourquoi ça coûte tant aussi cher, on n'a pas pu lui donner des explications. Alors lui, Jovenel Moïse, dans sa naïveté et sa bonne volonté d'alors, il a dit, ok, désormais, l'État haïtien lui-même va faire cette tronçon de route. Il a chargé au CNE de faire les routes. Et il a annoncé à la population haïtienne qui était présente ce jour-là, sur chaque tronçon de route, désormais, l'État haïtien économise jusqu'à 70% de ce qu'il savait payer. On applaudissait. Et moi, je l'écoutais, j'ai dit, oh là là, les oligarques vont l'écouter. Et vous avez compris que
l'un des hommes qui détestait le plus Jovenel Moïse, c'était un Vorbe, Dimitri Vorbe. Plus tard, l'un des hommes qui détestait le plus Jovenel Moïse, c'était Réginald Boulos. Parce que Jovenel Moïse, après avoir conclu le pacte avec le diable, ce qu'il n'aurait jamais dû accepter, a voulu rappeler ses origines de fils de paysans et tenter de changer les choses. Si bien que Jovenel Moïse a poursuivi 2 ou 3 familles de ces oligarques. Il a même menacé de dire leur nom et de revoir certains contrats lucratifs qu'ils ont toujours eus. Ce crime de lèse-majesté, quand tu le commets, les oligarques te font 2 choses. Ils te renversent. Dans le cas de Jean-Bertrand Aristide, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont renversé 3 fois plutôt qu'une, Jean-Bertrand Aristide. Une fois, avant même d'avoir été assermenté. Connaissez-vous un président qui a été renversé avant même d'avoir prêté serment? Premier coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, Roger Lafontaine. Deuxième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, les oligarques, l'armée et les États-Unis de George Bush. Troisième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, le groupe des 184, les Appel Junior, les oligarques donc, les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France. Ils sont venus chercher, piou, exil à la Jamaïque dans un premier temps et bingo, fiou, en Afrique du Sud. Et pour contenter la population haïtienne, ils ont fait un deal avec René Préval. Ils ont été les chercher pour donner à la population haïtienne l'impression que même si Jean-Bertrand Aristide est là, on a toujours un Lavalas au pouvoir, c'est René Préval, l'ancien Premier ministre. René Préval n'a jamais donné, il n'a jamais pu donner un passeport à Jean-Bertrand Aristide pour lui permettre de rentrer jusqu'à ce que cela se soit gâté entre l'international et lui. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il a commis un deuxième crime de lèse-majesté, cette fois-ci contre les oligarques haïtiens. Quand tu touches aux oligarques haïtiens, c'est pas compliqué. Ils t'exilent ou ils t'assassinent. Et là, vous notez que ces oligarques-là ramènent quelque chose dans la culture haïtienne qui ne s'était jamais vu depuis 1915. Je rappelais que dans l'histoire d'Haïti, il y a eu 4 présidents qui ont été assassinés au pouvoir. Des gens, malheureusement, je dis malheureusement, ont mis le nom de Sylvain Salnave. En ma qualité d'historien, non, Sylvain Salnave ne fait pas partie de la liste. Sylvain Salnave n'a pas été assassiné, il a été exécuté, il y a une différence. Et il n'était pas au pouvoir. Sylvain Salnave faisait face à une guerre civile, il a pris la fuite vers la République dominicaine. Il a été arrêté en République dominicaine, livré aux autorités haïtiennes, ce qui prouve qu'il n'était plus au pouvoir. Il est passé devant une cour martiale, donc devant un tribunal militaire. Il a été jugé, reconnu coupable, puis condamné à mort. Donc il n'a pas été assassiné au sens propre du terme et il n'est pas mort au pouvoir. Donc je tenais à faire cette précision. Donc revenons. Quand vous touchez aux oligarques, c'est pas compliqué. Ils vous exilent depuis 1915 ou, pour la première fois depuis 1915, même si c'est la 4e fois qu'on assassine un président au pouvoir, ils vous assassinent. Les oligarques ne veulent pas renoncer à leurs avantages. Et je vais vous dire, on assassine Jovenel précisément pour sauver ce système-là. On assassine Jovenel pour que les États-Unis gardent la mainmise en Haïti. On assassine Jovenel pour que les oligarques continuent d'avoir les mêmes avantages. Ils ne sont pas prêts à céder. C'est pour cela qu'il faut faire sauter le système. Et je vais vous proposer à la fin de l'émission comment le faire. L'erreur de Jovenel a été double. 1. Il a accepté le pouvoir de la main de Satan. Quand tu acceptes le pouvoir de la main de Satan, ne sois pas suffisamment naïf pour changer Satan. Et 2, Jovenel n'avait plus aucune popularité, il n'avait plus aucune base. Quand tu n'as pas les moyens de tes ambitions, tu renonces à tes ambitions. Jovenel Moïse était isolé, il n'avait pas de base, il n'avait pas d'arrière, enfin, il n'avait pas de squelette politique pour faire ce qu'il voulait faire vers la fin de son mandat. Et là, on l'isole, on l'assassine, on
envoie un signal d'avertissement à sa femme et on dit à sa femme, voici le script, tu vas dire exactement ce qu'on a dit, sinon on va s'attaquer à tes enfants, et si tu fais ce qu'on te demande de faire, tu reviendras peut-être comme président. Martine Moïse sera peut-être candidat à la présidence. Si vous analysez son voice, c'est une annonce de candidature là. Pour moi qui suis analyste de politique publique, analyste de communication publique, allez écouter son voice, qui a été authentifié par AFP. Elle fait 3 annonces essentiellement. Je suis vivante, ça on le savait. Si tu étais morte, tu n'aurais pas pu dire je suis vivante. 2. Mon mari a été assassiné par des mercenaires. Tu vois bien que c'est crypté. Elle l'a dit plus que 3 fois. Et 2, on va continuer la lutte. Ce qui suppose qu'on va se servir d'elle pour maintenir le système. On va la faire passer comme une martyre, la veuve d'un martyr. Et puisque les États-Unis veulent des élections, peut-être que pour faire tourner la page, on va nous la proposer comme candidate. Mais ça s'est déjà vu. Jovenel Moïse a été assassiné pour les mêmes raisons que Jean-Jacques Dessalines a été assassiné. Waouh, vous voulez toujours connecter, il y a une façon pour capable toujours jouer une vidéo, prendre téléphone ou bien computer ou taper Z immigrant, peser petit pouce là où qui devant qui c'est like là et puis gros bouton rouge qui c'est bouton abonner, peser li et puis pour cloche là mettez li sous tout en entrée dans l'information.